commençons par ça. Le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui se passe comme ça? Pourquoi est-ce que Luka Doncic est échangé alors qu'en plus on a eu littéralement zéro rumeur là-dessus? On a eu on a eu vent de rien du tout par rapport à un mécontentement, par rapport à une demande de transfert, par rapport à quoi que ce soit. On a une équipe qui est allée en finale NBA. On a une équipe avec, bon, Luka Doncic, il y a une image qui ressort là actuellement, souvenez-vous, c'était après les finales de conf où il est en train de boire une bière et il y a quelqu'un qui passe, je crois que c'est Nico Harrison, qui lui dit d'arrêter de boire, ou voilà. Mais c'est des éléments mineurs. Enfin, il n'y avait pas de vraie news dans l'actu ou qui est sorti dans le domaine public, en tout cas en mode bon, Luka Doncic est pas content, les Mavs sont pas contents. Non, ça sort littéralement de nulle part. Et donc en fait, moi la question que j'ai eue de suite, au-delà de pourquoi est-ce qu'ils ont accepté, mais c'est pourquoi est-ce que Dallas aurait voulu se séparer de Luka Doncic. D'autant plus que, comme dit, on n'est pas sur un cas où Luka Doncic est sur le marché et c'est les Lakers qui viennent insister. Non, apparemment c'est même les Mavs qui seraient allés démarcher eux-mêmes les Lakers. Donc peut-être on peut commencer par ça, mais pourquoi, pour quelle raison est-ce que les Mavs auraient voulu échanger Luka Doncic? Moi, c'est un peu le truc, pour l'instant, qui est l'élément où on n'a pas trop de réponses, pour l'instant. Alors, donc le GM des Mavs, on peut dire son nom de suite, si vous le connaissez pas, c'est Nico Harrison. Voilà, comme ça, donc on va un peu parler de lui plus tard. J'aurais pas besoin de repréciser qui c'est. Donc Nico Harrison, le GM des Mavs, qui apparemment, en plus, là, après avoir fait ce trade, a fait 2-3 sorties, voilà, un peu pour bien marquer que il a fait une sortie genre, mais non, mais en fait, ce qui fait gagner les titres, c'est la défense. Bon, voilà, un petit taquet à Luka Doncic, grosso modo. Bon, c'est pas comme si c'était en finale l'an dernier hein, qu'ils ont perdu contre une bonne équipe, avec en plus pas trop de réussite de leur côté, mais passons là-dessus. Mais voilà, histoire de bien enfoncer le clou et dire non, mais en fait, on est en conflit avec Luka Doncic, au cas où vous n'ayez pas compris, quoi. Donc, oui, les paroles de Nico Harrison, d'accord, mais il y a surtout les actes de Nico Harrison sur lesquels on a capté, hein, il n'y a pas besoin de développer un peu ce genre de déclaration. On a compris qu'il y avait de l'eau dans le gaz, apparemment, hein, de toute évidence. Et la question maintenant, c'est pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Est-ce que donc il y a 2-3 pistes qui remontent? Est-ce que vraiment c'est l'argument de la défense? Bon, ça moi j'y crois absolument pas. Hein. Je veux dire, quand t'as une équipe qui est à ce point compétitive, qui depuis qu'elle a drafté Doncic, si vous regardez en fait le parcours en playoff à chaque fois, Doncic est peut-être le joueur dans l'histoire de la NBA qui pour l'instant a réalisé un laps de temps aussi court le plus d'upset. Enfin, je veux dire, par rapport au seeding et par rapport à la position au niveau de son équipe relatif à qui est-ce qu'il y a en face, on est sur quelqu'un qui, quasiment tous les ans, fait soit un upset, soit son approche. 2020, contre les Clippers, ils sont pas du tout favoris, c'est quand même très serré. 2021, pareil, hein, les Clippers sont un peu les grands favoris de la course au titre 2021, avant la blessure de Kawhi, et pourtant, ça va presque au bout hein, de cette série. L'upset des Suns à plus de 70 victoires en 2022, 2023, ils font pas les playoffs. Et de nouveau, 2024, avec donc ce parcours où ils sortent à la fois OKC, qui avait le meilleur seeding, à la fois aussi les Wolves, et ils perdent en finale, mais voilà, il y a quand même cet aspect de, bon, bah, ok, il défend pas top, mais j'ai quand même du mal à croire, et premier degré, que ce soit la raison qui fasse que les Mavs aient voulu se séparer de Doncic. Voilà, donc restons un peu sur le pourquoi, je pense que c'est pas la défense. Est-ce que potentiellement, ça pourrait être, je ne sais pas, des blessures? Peut-être. Peut-être, ça on ne le sait pas, peut-être on le saura un jour, peut-être d'ici quelques semaines, d'ici quelques années, je ne sais pas, peut-être, d'ailleurs, on va le savoir bien avant, hein, si par exemple il arrive aux Lakers et qu'on se rend compte qu'il peut pas jouer, qu'il en fait il y a une blessure un peu cachée, mais en vérité j'y crois pas, parce qu'il y a aussi cet aspect en NBA qui est assez bien réglementé, t'as pas le droit de cacher une blessure, voilà, en fait, il peut y avoir un cas un peu ambigu où toi, tes médecins te disent non, nous on n'y croit pas, et tu présentes le dossier aux autres, et les autres médecins disent ouais, bon, on est peut-être un peu plus optimiste. Voilà, ça se passe comme ça, mais ne vous dites pas qu'il y a genre comment dire, il y a rupture des tendons d'Achille, ou il y a une blessure un peu irrécupérable, entre guillemets, qui est totalement cachée par Dallas pour les Lakers. Non, ça peut pas marcher comme ça. Il y a des visites médicales, il y a des. Voilà, ça peut pas être caché. Donc, peut-être qu'on est sur une affaire un peu ambiguë, non pas de énormes blessures évidentes, mais cachées, mais peut-être que c'est un truc un peu ambigu en mode « Ah tiens, les médecins de Dallas, ils y croient plus trop, et peut-être que les médecins des Lakers se disent « Bon, c'est l'opportunité, on verra la visite médicale, mais nous, on est enclin. » Ou alors le front office qui dit « Bon, malgré le risque de blessure que vous nous présentez, nous, on accepte. » Peut-être. Donc c'est une possibilité, mais j'avoue que j'y crois pas. Après, de l'autre côté, est-ce qu'on pourra aussi avoir une question de une bataille d'ego, par exemple? Est-ce que c'est juste en termes de comportement que notre ami Luka Doncic a un peu saoulé les mecs de Dallas? Peut-être, c'est possible aussi. On sait que voilà, la NBA, c'est une ligue de superstars.
Luka Doncic est une superstar, donc il a aussi des traitements un peu particuliers. Voilà, ça marche comme ça. LeBron a fait ça toute sa carrière. On voit que ce qui bloque un peu à Miami en ce moment avec Butler, bah, c'est précisément ça. Hein, c'est qu'il y en a qui commencent un peu à avoir marre de ce genre de comportement, de je me sens au-dessus du lot, etc., etc. Bon, peut-être que même au-delà des questions d'ego, c'est peut-être juste Luka Doncic qui a un peu de pouvoir, c'est un peu son équipe, il y a son clan qui embête, il peut y avoir plein de raisons, mais grosso modo, on peut résumer ça. Est-ce que c'est une question de mésentente? Parce que c'est juste ça. Ça me paraît probable, mais est-ce que la mésentente peut aller jusqu'à échanger un top 2, top 3 joueur mondial qui a 25 ans? Est-ce que tu l'échanges pour une question de on s'entend pas? Peut-être. Je trouverais ça aberrant. J'avoue que je trouverais ça aberrant. Donc, parce qu'en fait, moi, pour vous dire, hein, en fait, tous les trades doivent être acceptés et il y a un veto de la part du propriétaire. Hein. C'est pas genre le GM est pas content, donc il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut un peu tout seul et le propriétaire il a pas son mot à dire. Non, le GM, il apporte la proposition de trade, il dit voilà, on a ça sur la table, est-ce que tu acceptes ou pas? Donc le dernier mot, il est au propriétaire. Et donc pourquoi je dis ça, c'est que même y compris et si c'était une question de mauvaise entente avec entre Luka Doncic ou le clan Doncic et le GM de Dallas, mais même dans ces cas-là, une fois que la proposition de trade remonte au propriétaire, moi personnellement, si je suis un bon propriétaire, je dis bon, bah pardon, hein, désolé, mais je tranche pour Doncic en fait. Et c'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas la bonne manière de faire, c'est peut-être pas voilà, on parle souvent avec le PSG là depuis 10 ans, on parle d'institution, il faut protéger l'institution. Parfois je suis d'accord. Bon, là en l'occurrence, c'est peut-être pas bien, mais ça marche comme ça en fait. Le jeu est ainsi. Nico Harrison, le GM ou n'importe qui du front office est plus facilement remplaçable que Luka Doncic. Parce que ça aussi, bon, je le rappelle, hein, je vais peut-être le réexpliquer, la règle de base en NBA pour être compétitif et pour gagner un titre, c'est d'avoir un joueur du top 10, top 15, et non seulement en condition minimum, mais aussi la plus importante et, de surcroît, la plus difficile à atteindre. Parce que, précisément, hein, pour avoir un mec du top 10, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Donc voilà, c'est là où c'est un peu étonnant, c'est que, vu que c'est ça le plus important en NBA, pour être candidat au titre, et que, en NBA, si t'es pas candidat au titre, t'es ventre mou, et donc, que tu sois ventre mou, que tu sois 6ème de conf, ou que tu sois 15ème de conf, en fait, c'est un peu pareil. Mais bref, donc Dallas avait ça. Dallas avait cet élément le plus important, et en fait, encore une fois, hein, c'est peut-être pas bien en termes d'image que tu vas donner, c'est peut-être donner trop de pouvoir à Luka Doncic, c'est pas bien pour l'institution, toutes les raisons qu'on veut, mais en tout cas, de facto, hein, le fameux de facto du Basket Lab, mais dans les faits, concrètement, en tout cas, Nico Harrison est beaucoup plus remplaçable que Luka Doncic. Donc, ce que je veux dire, c'est que même en cas d'énormes clash, mésententes, ou même plus que ça, une guerre ouverte, t'es le propriétaire. T'as Nico Harrison qui s'entend pas avec Doncic et qui fait une proposition de trade. Voilà, on a ça sur la table, les Lakers ont accepté, nous on veut, proprio, est-ce qu'on fait ça? Bon, moi, personnellement, si je suis le propriétaire, je dis, non, pardon Nico, mais non. En fait, non, je n'accepte pas cette proposition. Et rendez-vous, alors soit tu essaies de faire marcher les choses, soit rendez-vous demain et tu me donnes ta lettre de démission, Nico. Hein, là, je suis dans la place du propriétaire. Donc voilà, c'est quand même un peu étonnant, quoi. Je pense de toute évidence, il y avait une mauvaise entente, mais ça me paraît bizarre. En tout cas, peut-être c'est ça, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce move de propriétaire finalement de pas trancher pour ta superstar, qui est le truc le plus compliqué à trouver, le plus important, etc., etc. J'ai déjà expliqué. On va éviter les redites classiques du Basket Lab. Après, bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que c'est une blessure un peu secrète? On en a déjà un peu parlé. Est-ce que c'est une question de mésentente? C'est sûr qu'il y avait une mésentente, mais est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Est-ce que potentiellement, il n'y aurait pas une affaire un peu plus grave, plus sordide, un peu là-dedans? Peut-être. Moi, honnêtement, je me suis posé la question. C'est même la première chose auquel j'ai pensé, en mode, mais en fait, toute autre piste n'est pas crédible. Pour toute autre raison n'est pas suffisante pour moi pour se séparer encore une fois, un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde qui est encore extrêmement jeune. Tu ne sacrifies pas, entre guillemets, sacrifier ton futur et tes 10 ou 15 prochaines années de franchise NBA parce que Luka Doncic s'entend pas avec le GM ou alors parce que Luka Doncic ne s'entend pas avec les coéquipiers. Ça aussi, c'est sorti un peu en mode oui, Luka Doncic, apparemment, il énerve le vestiaire. Pardon, hein, là encore une fois, pardon. Mais en fait, tu vires le vestiaire, quoi. Enfin, si Doncic ne s'entend pas avec les 14 autres joueurs, avec le GM, avec le coach, bon, vous pouvez ne pas être d'accord, hein,
Mais moi, en fait, je vire tous les autres. Tu vires tous les joueurs, tu vires le GM et tu vires le coach. Et c'est pas là, on parle pas de morale. Effectivement, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. C'est une question, on est sur un marché en fait, et c'est comme ça qu'est le marché. Donc, je sais pas si j'y crois, hein, ça m'étonnerait qu'il soit énervé avec tout le monde dans le vestiaire. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 joueurs majeurs qui sont énervés par Doncic aussi, tout comme le GM, peut-être le coach aussi, mais ça, je pense pas non plus. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est pas une raison suffisante, parce que dans un conflit comme ceci, c'est peut-être malheureux, mais tu tranches pour Doncic. Donc, moi, la première chose auquel j'ai pensé, c'est, bah non, c'est pas suffisant comme raison, ça paraît pas, ou alors, enfin, je trouve ça même un peu débile. Donc, est-ce que, par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas en fait un truc un peu plus grave dessous? Est-ce que la raison pour laquelle les Mavs lâchent Luka Doncic, c'est que il y a une affaire un peu sordide, un peu plus grave que juste on s'engueule, et que en gros on essaie de hop vite on s'en débarrasse avant tout le monde, voire même on le dit aux Lakers, où les Lakers sont au courant et les Lakers disent bah non, nous on accepte et on gérera ce drama et cette situation. Je sais pas. Mais moi personnellement c'est la première chose auquel j'ai pensé, c'est ah mince, est-ce que d'ici 10 jours, est-ce que d'ici 6 mois, est-ce que d'ici un an il n'y a pas genre un truc un peu grave. Bon, vous avez compris à peu près de quoi je veux parler, hein, mais un truc un peu grave, extra sportif qui va sortir et que voilà, et que du coup après c'est fini quoi. Parce que le coup de vouloir faire le trade de manière aussi précipitée, par exemple, on va en reparler, pourrait aussi peut-être aller un peu dans cette direction. Pourquoi vouloir se précipiter à ce point? On va en discuter, mais en tout cas, ça se rajouterait un peu à ce côté de ah mince, il y a un truc pas net, vite, on l'échange, on a compris, on va se faire démonter sur les réseaux sociaux, on va se faire démonter sur les plateaux TV, on va se faire démonter sur les vidéos YouTube, sur les podcasts, partout, on va se faire démonter, mais en fait, on s'en fiche parce que juste, on veut se débarrasser de la patate chaude, quoi, grosso modo. Donc voilà, je ne sais pas, ça, je ne sais pas, on verra. Si, en tout cas, il n'y a pas ça, et je l'espère, hein, pour tout le monde, finalement, qu'il n'y ait pas eu de trucs graves, bah, au final, si c'est juste une question de mésentente, je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est... Alors, dans la mésentente, on peut développer aussi, mais est-ce que, par exemple, on aurait potentiellement un Luka Doncic qui prendrait pas au sérieux sa condition physique? On sait qu'actuellement, il est blessé. Peut-être qu'il est blessé aussi parce que la condition physique n'est pas top. Mais en même temps, c'est aussi ça qui est extraordinaire avec lui, en un sens, c'est que bah justement, on a une version de Doncic qui est top 3 joueur mondial, alors que la condition physique est pas bonne, clairement. Enfin, c'est ça c'est ça qui est absolument dingue, et qu'on peut pas non plus entièrement lui reprocher, entre guillemets, en un sens, parce que malgré ça, le mec est un des meilleurs joueurs du monde et t'amène en finale. Et moi, en fait, moi, je vois plutôt le truc dans le sens inverse. C'est punaise, on a un Doncic qui, en effet, a pris beaucoup de poids depuis son arrivée en NBA, mais premièrement, c'est du poids, entre guillemets, fonctionnel, parce que ok, il est moins léger qu'avant, donc un peu moins vif sur son premier pas, ce que vous avez bien vu en playoff, que personne ne peut le stopper. En termes de puissance, il a un rythme très lent, je vais sur mes spots, et les mecs ne peuvent pas le stopper. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est pas comme si c'était un mec qui avait pris du poids et que ça avait un peu affecté son jeu de manière négative. Non. Dans le jeu, c'est totalement fonctionnel, cette masse qu'il a prise. Et en plus, même pas que forcément du gras, j'en sais rien, mais. Donc, bref, il y a un peu cet aspect de non seulement c'est fonctionnel, et puis en plus, bah, tu peux aussi faire le raisonnement de bah dis donc, il y a un été, il va revenir en top condition physique et on va avoir un Luka Doncic, non pas top 3 joueur mondial, mais top 1 ou top même 0,5 tellement il sera fort en fait. Et bon, c'est pas tout n'est pas comment dire, similaire ou identique, on parle pas de exactement la même chose, mais souvenez-vous aussi que Jokic a eu un peu ce truc là. Jokic était un peu, alors quand il arrive en NBA, il est très fin. D'accord. Et puis ensuite, on va dire entre 2017 et 2020, on a un peu une version un peu plus nounours, un peu plus, un peu plus lourd, un peu plus puissance, etc. Et on a eu le fameux Slim Jokic qui est apparu au cours de la saison 2020 d'ailleurs. On en a beaucoup parlé au niveau de la bulle, mais en fait, dès le mois de février-mars, moi je me souviens avoir tweeté là-dessus et tout en disant ah, en fait, il est quand même plus fin. Bref, et donc au bout de, c'était quoi? C'est au bout de 5-6 ans de carrière, en gros, hein, grosso modo, Jokic est arrivé et depuis, on a la version Slim Jokic. Entre guillemets, encore une fois, et en fait on a un mec qui a une condition physique extraordinaire et qui a fait un step-up absolument dantesque en termes de niveau de jeu, parce qu'on avait quelqu'un qui était déjà de niveau All-NBA, voire même All-NBA second ou first team, et qui en fait avec sa condition physique, qui d'un coup avec la maturité, l'âge avançant, etc., d'un coup en fait devient en catégorie historique. Depuis 2021, on a affaire à un Jokic qui est totalement historique. Et en un sens, tu peux aussi voir ça comme ça, en mode bon ben ok, Doncic est pas très sérieux pour l'instant, il est jeune, il arrive de NBA, d'Europe, changement de cadre, etc. Il y a les fameux barbecues du Texas, ainsi de suite, mais
en fait, il y a ce double aspect de pour l'instant, ça le gêne pas dans le jeu. Et en plus, on peut aussi se dire que, en fait, quand il va devenir un peu plus mature ou un jour il va revenir beaucoup plus en meilleure condition physique, en fait, il sera encore meilleur. Donc, c'est un peu bizarre cette question par rapport à ça, parce que j'en parle, hein, je développe un peu parce qu'apparemment, il y a ce côté, il n'a pas été sérieux dans ce procédé de revenir sur les terrains avec sa blessure, la condition physique, il n'a pas pris au sérieux. Bon, oui, peut-être qu'il n'a pas pris au sérieux. Est-ce que c'est une raison de carrément d'échanger ton futur parce qu'il prend pas, là il a 25 ans, il prend pas au sérieux comment dire, son retour de blessure? Je sais pas, ça me paraît un peu gros encore. Ça me paraît un peu disproportionné en tout cas, plutôt, pour utiliser des mots peut-être un peu plus justes. Après, cela dit, l'aspect de condition physique n'affecte pas son jeu, mais peut-être aussi que Dallas était en mode ok, dans le jeu ça se voit pas, par contre en termes de présence sur le terrain, ça se voit un peu plus. Parce que quand est-ce que tu es absent, quand est-ce que tu es présent, ça par contre ça affecte un peu plus. Effectivement, peut-être qu'il se blesse parfois, alors c'est pas jamais des grandes blessures, mais peut-être qu'il se blesse aussi parce qu'il est pas sérieux, quoi. Et notamment, là, bah oui, là c'est la première vraie blessure de sa carrière. Donc peut-être que celle-ci, cette blessure calf, c'est quoi? C'est au niveau du mollet, je crois. Bah finalement, peut-être que cette blessure au mollet, elle est organique, mais peut-être qu'elle est aussi, elle arrive parce qu'on a un Doncic qui est pas en top condition physique, qui fait pas les efforts, qui fait pas du yoga, qui prend pas les bains à moins 50 degrés là comme LeBron James, etc. Donc peut-être qu'il y a ça en termes d'inquiétude qui a un peu forcé les Mavs à faire ce raisonnement, et peut-être qu'il y a aussi ce truc un peu long terme de dire bon bah si à 25 ans finalement il fait ça, pour l'instant ça passe parce qu'il est encore très jeune et que le corps est en mode bah voilà, régénérescence absolue pour l'instant, et peut-être que aujourd'hui ça passe, mais que bah, finalement dans 2, 3, 4 ans ça passera moins, quoi, parce que plus vieux et ça passera moins. Mais bon, peut-être que c'est inquiétude long terme par rapport à ça. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire aussi, il a jamais non plus eu de vraies blessures, quoi. 2019, 72 matchs, ensuite 2020, 61, 66, 65, 66, 70, et donc là à peine 22, mais 22 sur quoi? Sur 50. Donc voilà, la première vraie blessure de sa carrière. Donc on peut voir ça comme ça, d'un côté, mais de l'autre, on peut dire aussi, bon, ok, mais il a jamais fait 82, quoi. Donc c'est toujours un peu des petites blessures, et peut-être que, en effet, c'est le front office qui a dit, bah voilà, tant qu'il est jeune, ça passe, mais peut-être il faut quand même punter sur ce mec-là parce que ça va aller en s'aggravant, quoi. Bon, encore une fois, je trouve ça un peu disproportionné. Donc voilà, sur ce côté blessure, sur ce côté absence. Non, la vérité, c'est que en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas les raisons. Je pense qu'on est un peu tout le monde comme ça. À mon avis, c'est un peu un mélange de tout, en fait, très clairement. C'est-à-dire que bah ouais, il y avait un conflit avec le GM et avec peut-être même le propriétaire. Donc parce que j'ai parlé du GM, mais peut-être que le propriétaire aussi, il se dit, bah, le mec qui est pas sérieux dans son processus de revenir de blessure, de se soigner. Bon, ben voilà, tant pis, on s'en va. Ou alors peut-être que le propriétaire aussi lui-même est un peu agacé de, bah tiens, le clan Doncic nous embête un peu, quoi. Donc peut-être aussi que le propriétaire était fâché. Donc c'est peut-être un mélange de tout. C'est peut-être un mélange de non, on est saoulé, il est pas sérieux, en plus on s'entend pas avec lui, ça devient le bordel. Peut-être que le coach l'aime plus, peut-être que les Kyrie Irving ou je sais pas quel joueur majeur l'aime pas non plus. Voilà, peut-être que c'est ça. Mais même si c'est tout ça en même temps, ça me paraît disproportionné.